Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Nous sommes le mardi 4 février 2020. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Donald Trump pourrait devenir le troisième président de l'histoire américaine à prononcer son discours sur l'état de l'Union sous la menace d'une destitution. Voici Bill Clinton en 1999. Levons les yeux ensemble et du haut du sommet de ce siècle américain, projetons-nous vers le prochain et demandons la bénédiction de Dieu sur nos efforts et sur notre pays bien-aimé. Et Richard Nixon en 1974 qui, face au scandale du Watergate, a utilisé une partie de son discours pour se défendre. Je crois que le moment est venu de mettre un terme à cette enquête et aux autres enquêtes sur cette affaire. Un nom de Watergate, ça suffit. Une approche différente de celle de Clinton. C'était un discours très optimiste, un regard positif sur la situation aux États-Unis, la force de l'économie américaine, le nombre d'emplois créés et la reprise économique, et qui a complètement ignoré la question de la destitution. Le discours du 4 février est particulièrement important pour Trump avant les élections de novembre. L'économie croît, le niveau du chômage est très bas. En fait, le taux de chômage des Afro-Américains et des Hispaniques est à un niveau record. Voilà le genre de réalisation dont je pense que le président devrait parler, peu importe ce qui se passe ailleurs, y compris le procès en destitution. Clinton a été acquitté alors que Nixon a démissionné avant d'être mis en accusation. Les analystes s'attendent à ce que l'approche de Trump soit un mélange de celle de ses prédécesseurs. Alors que les médecins se démènent pour contenir le coronavirus à propagation rapide, une puissante formule d'antirétroviraux et de médicaments antigrippaux est apparue comme une défense possible contre la mystérieuse maladie qui a tué des centaines de personnes. Mais son efficacité réelle n'est pas prouvée et les experts disent qu'un traitement réussi pourrait prendre des années. Mais d'ores et déjà, les chercheurs de l'Institut Pasteur à Dakar veulent assurer une détection rapide en cas d'apparition du virus. Le virus n'est pas encore là, c'est maintenant qu'il faut se préparer de manière à ce que toutes les capacités soient en place, de manière à ce que si le virus soit là, qu'il soit détecté le plus tôt possible, quel que soit le pays. Une fois qu'il est détecté plus rapidement, ça permet d'être plus efficace pour limiter sa diffusion. Depuis une semaine, des équipes médicales à Dakar vérifient la température des voyageurs grâce à de petites caméras thermiques avant le contrôle des passeports. Pour Ousmane Faye, responsable du pôle virologie à l'Institut Pasteur de Dakar, ces équipes sont prêtes à réagir au virus. On est déjà prêt, donc on a tout ce qu'il faut. Déjà, on avait des outils qu'on appelait nous chez nous les pan-coronavirus. Ça prenait tout ce qui était coronavirus. Maintenant, avec ce nouveau, on a des tests qui sont spécifiques à ce nouveau coronavirus. Donc, c'est des tests de biologie moléculaire qui sont déjà disponibles au niveau de notre laboratoire. À l'instar de la Chine et de l'Australie, l'Institut Pasteur en France a maintenant réussi à cultiver le nouveau coronavirus en laboratoire. À Dakar, on mise d'abord sur la capacité à poser un diagnostic. Je pense que nous, le premier défi en tant que laboratoire qu'on a, c'est d'avoir très rapidement des outils de diagnostic pour un virus. C'est-à-dire aujourd'hui, si on avait un cas suspect au Sénégal, et d'ailleurs ça s'est déjà passé, est-ce que Pasteur peut poser un diagnostic? Et je pense que par rapport à ce challenge-là, on l'a bien réussi, donc il y a tout ce qu'il faut. Pour l'instant, les autorités de plusieurs pays, dont le Sénégal, recommandent à la population de prendre des mesures de précaution, comme bien se laver les mains au savon ou éternuer dans des mouchoirs, autant de mesures qui seront sans doute au menu de la rencontre du 6 au 8 février, organisée par l'Institut Pasteur et le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Une décision unanime des 5 juges de la Cour constitutionnelle, la présidentielle de 2019 est annulée et un nouveau scrutin devrait avoir lieu d'ici 5 mois. L'arrêt de la Cour a été salué par les partisans de l'opposition dans des quartiers de Blantyre, la capitale économique. Au départ, nous savions tous que l'élection était un fiasco. En tant qu'électeurs, nous savions qu'elle était truquée.
Et avec cette décision de justice, nous sommes plus qu'heureux de voter à nouveau. Le président Mutharika, qui peut faire appel dans les 6 semaines à venir, n'avait pas encore réagi mardi matin. Si certains saluent la décision de la justice malawite, d'autres ne sont pas du même avis. La façon dont cette décision a été prise m'a frustré. Les choses se stabilisaient et se redressaient lentement, mais vu que le tribunal a décidé de nouvelles élections, je n'ai aucun problème à voter de nouveau. Depuis des mois, l'opposition avait maintenu la pression sur le pouvoir et la justice en descendant dans la rue. Des manifestations émaillées à plusieurs reprises d'incidents avec les forces de l'ordre. Au moins 2 personnes ont été tuées lors de ces violences, mais la situation était calme dans les principales villes dans la matinée du mardi et les magasins ont ouvert comme à l'accoutumée. Je demande à tous les Malawites de se préparer et de voter sagement. Je demande également à chaque électeur éligible d'aller voter pacifiquement le moment venu, afin que nous choisissions un dirigeant et réalisions un vrai changement. Les États-Unis ont appelé la population à respecter la décision de la Cour et à suivre le chemin tracé par la Constitution du Malawi et les lois électorales. De son côté, l'Union européenne a fait savoir qu'elle se tenait prête à accompagner le Malawi à l'avenir afin de préserver l'unité et les valeurs démocratiques du pays. Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique hebdomadaire de l'économie comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Eric Manirakiza. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Comment ça va? Ça va très bien, en forme. Oui, alors l'Éthiopie rêve d'une révolution industrielle, mais 2 ans après les premières implantations d'usines textiles, il y a des problèmes. Pourquoi, Eric? Une rentabilité en berne et un turnover très important, promettant une main-d'œuvre bon marché et qualifiée, cette fois moins chère qu'en Chine, moitié moins qu'au Bangladesh. Le gouvernement éthiopien est parvenu à convaincre investisseurs et multinationales de quitter l'Asie pour venir s'installer au sud de la capitale Addis Abeba, dans le parc industriel d'Awassa, qui emploie 25 000 personnes. Leur taux de productivité peine à décoller. Fabriquer un t-shirt basique à Awassa coûte plus cher, Jacques, que chez un fournisseur bangladais. Et tout cela est lié à des salaires de misère. Les employés ne peuvent pas payer la nourriture. Couvrir les frais de transport et de logement est un problème sérieux. Suivez ces employés. C'était très difficile. J'ai beaucoup souffert dans cette entreprise. On nous faisait travailler de longues heures pour un salaire dérisoire. C'était épuisant. Dans un avenir proche, pas plus de 2 ou 3 mois, nous allons créer un syndicat dans ces parcs industriels. Je n'ai jamais vu ce que nous obtenons maintenant, le soutien du gouvernement éthiopien. Je n'irai nulle part ailleurs. Si les salaires sont élevés et l'investissement ne suit pas, aucun nouvel emploi ne sera créé. Alors, les investisseurs asiatiques et les marques occidentales attirées par des promesses de main-d'œuvre qualifiée et bon marché vont devoir revoir leur offre, Jacques. Un véritable revers de la médaille, car l'Afrique n'est pas l'Asie. Oui, le Royaume-Uni fait couler beaucoup d'encre, c'est dans l'actualité. Mais le Royaume-Uni qui va accueillir un sommet de l'ONU sur le climat, sur le changement climatique, et ce sera à Glasgow, en Écosse. Tout à fait, Jacques. L'objectif est d'obtenir de chaque pays l'engagement d'atteindre 0 émission nette de dioxyde de carbone. La Grande-Bretagne devra annoncer l'interdiction de vendre de nouveaux véhicules à essence et diesel en 2035, y compris des hybrides. Londres s'est engagé à réduire à 0 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'accueil de la COP26 est un événement important pour le Royaume-Uni et les nations du monde entier en vue de participer à la lutte contre le changement climatique. Et 2020, Jacques, est une opportunité pour choisir un avenir plus propre et plus vert pour tous. Suivez. Nous devons faire face à nos émissions de gaz carbonique et c'est pourquoi le Royaume-Uni nous exhorte à parvenir à 0 net dès que possible pour que chaque pays annonce ses objectifs crédibles en vue d'y arriver. C'est ce que nous visons à Glasgow et c'est pourquoi nous nous sommes engagés au Royaume-Uni à atteindre l'objectif 0 d'ici 2050.
Merci bien, Eric Manirakiza. Vous revenez mardi prochain? Non, je serai absent pendant 3 semaines. D'accord, profitez-en, Eric Manirakiza. Un travail exténuant pour une pitance, c'est la réalité quotidienne de millions d'enfants à travers l'Afrique. Selon l'Organisation internationale du travail, environ 73 millions d'enfants en Afrique sont obligés de travailler en raison de la pauvreté généralisée, de l'accès insuffisant à l'éducation et des conflits, et certains n'ont que 5 ans. Ce dont nous parlons, c'est d'un travail qui met leur avenir en péril, soit parce que leur santé est en jeu, ils travaillent dans des mines par exemple, où il y a un danger imminent d'effondrement ou de mort, soit si ce n'est pas le cas, l'inhalation des poussières durant plusieurs années qui compromet leur santé à long terme. Murtada Al-Haj a quitté l'école au Soudan à l'âge de 12 ans. Pour lui, c'était un choix entre étudier ou nourrir sa famille. Ma mère n'arrêtait pas de me dire qu'à l'avenir, quand notre vie s'améliorerait, j'étudierais et deviendrais médecin. Mais tout d'un coup, la situation a changé au Soudan. Selon l'OIT, 85% des enfants africains qui travaillent le font dans l'agriculture. Les experts disent que mettre les enfants au travail n'est pas la solution à l'extrême pauvreté. Ils n'ont pas la possibilité d'obtenir une éducation et d'acquérir les compétences qui leur permettra d'avoir un emploi décent et de devenir des travailleurs productifs lorsqu'ils seront plus âgés. Plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Rwanda et le Nigeria, ont pris des mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, mais ce n'est pas suffisant. La pauvreté, l'analphabétisme et les croyances culturelles, les préjugés religieux sont quelques-unes des raisons qui ont réellement affecté l'efficacité de telles mesures. De grandes entreprises américaines, notamment Apple, Google, Hershey's, Nestlé USA, ont été critiquées pour n'avoir pas combattu le travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Elles ont promis de chercher d'autres options n'impliquant pas le travail d'enfants. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Le président de la Fédération ivoirienne de football renonce à se représenter. Augustin Sidi Diallo a annoncé qu'il ne briguera pas un mandat supplémentaire. Je ne briguerai pas un 3e mandat comme m'y autorisent les textes, a affirmé Sidi Diallo. En poste depuis 2011, son 2e mandat en cours prend fin le 19 février et la prochaine élection du président de la FIFA peut se tenir entre le 20 février 2020 et le 30 juin 2021, selon les textes de la Fédération. Retraité des pelouses depuis fin 2018, Didier Drogba, ancien capitaine de la sélection ivoirienne et ancien joueur vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, a été le premier à annoncer sa candidature à la fin de l'année dernière. Et puis, Gervinho a été sanctionné et écarté du groupe à Parme du fait d'absences répétées et sans justification aux entraînements la semaine dernière. L'attaquant ivoirien suivra un programme d'entraînement individuel sous la direction du staff technique jusqu'à nouvel ordre, a expliqué le club italien dans un communiqué. L'Ivoirien a manqué 3 jours d'entraînement alors qu'il tentait d'obtenir son transfert vers le club qatari d'Al Sadd. Ce transfert n'a finalement pas été enregistré, passé par Lille, Arsenal ou encore l'AS Rome. Gervinho est revenu en Italie à l'été 2018. Après 2 saisons en Chine, il a marqué 4 buts et donné 3 passes décisives en 17 matchs de championnat italien. Et puis, elle continue de faire parler d'elle. En tennis, Ons Jabeur a fait son entrée dans le top 50 du classement mondial. Révélation de l'Open d'Australie, la Tunisienne est passée de la 78e à la 45e place. À 25 ans, Ons est la première joueuse arabe et africaine à atteindre les quarts de finale d'un tournoi de Grand Chelem. Le classement est toujours dominé par l'Australienne Ashley Barty, malgré sa défaite en demi-finale battue par Sofiane Kenin, désormais 7e. Et pour finir, on parle toujours de Kobe et Diana Bryant qui seront à l'honneur au All-Star Game 2020. Les numéros 2 et 24 de Diana et Kobe Bryant seront respectivement portés par l'équipe de LeBron James et celle de Gianni Antetokounmpo au prochain All-Star Game de Chicago le 16 février. La team LeBron a choisi le 2 qui était le numéro fétiche de Diana lorsqu'elle jouait au basket. Le 24 porté par l'ancienne légende des Lakers durant sa seconde partie de carrière sera sur les maillots de Team Gianni. 2 Africains, on le rappelle, prendront part au All-Star Game 2020, les Camerounais Pascal Siakam des Toronto Raptors et Joel Embiid des Philadelphia Sixers. Et voilà, on s'arrête ici pour l'espoir. On se retrouve demain. Au revoir. À cette 2e édition de Read Africa Week, Anna Mwalago, poète,
comédienne et danseuse kenyane était très attendue. Et pour rappeler certaines valeurs fondamentales en Afrique, elle a tenu à raconter aux enfants l'histoire de Lola, l'oiseau noir et du caméléon. La leçon ici était de s'aimer soi-même. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous a donné en termes de talent, de dons et de ce que vous êtes. Aux côtés de leurs parents, dont la plupart sont originaires d'Afrique, ces enfants disent avoir appris beaucoup sur l'histoire. J'ai appris l'histoire qui disait les mots et les mots qui exprimaient des souhaits. Et j'ai aussi aimé la partie où on fermait les yeux. Je suis une Ouest-Africaine américaine de première génération. Ma mère est du Libéria, mon père de la Gambie. C'est donc un ancrage très profond et il est très important pour ma fille de savoir d'où viennent ses ancêtres et d'en être très fière. Root Africa est un programme du Port of Harlem, Gambian Education Partnership, en collaboration avec la Bibliothèque Francis Gregory de Washington, D.C., qui vise à donner aux Américains ayant souvent une connaissance limitée de l'Afrique des livres précis et équilibrés qui ont été approuvés par des chercheurs en études africaines. Il s'agit de présenter aux enfants des livres qui ont été approuvés par Africa Access et qui ont été vérifiés pour s'assurer que ces livres donnent une vision précise de l'Afrique. Pour la célébration du Black History Month cette année, réunir les plus jeunes autour de ce programme était plus que nécessaire pour cette bibliothèque. Dans cette partie de la ville, la plupart des enfants qui visitent la bibliothèque et vont à l'école ici sont afro-américains. Et nous aimerions nous assurer que nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs aussi pleinement que possible. Ce fut également une occasion pour ces enfants de s'essayer aux instruments de musique africains et même d'esquisser quelques pas de danse avec leurs parents.